Donc effectivement, moi je vais vous parler dans un premier temps du personnage et de l'œuvre de Louise de Villemorin, qui vous sont ou non familiers, et dans un second temps, en effet, de sa correspondance avec Jean Hugo, que j'ai pu étudier il y a quelques années, grâce aux familles respectives d'ailleurs, et édité et publié effectivement en 2019. Donc pour ce faire, je m'appuierai en effet sur les deux dernières publications que j'ai pu faire. D'une part, cette édition de correspondance chez Honoré Champion, pour laquelle j'ai obtenu le prix Sévigné des correspondances en 2020. Et également, je m'appuierai sur le catalogue de l'exposition que j'avais pu faire à la Maison de Chateaubriand en banlieue parisienne, Louise de Villemorin, Une vie à l'œuvre, en 2019 également. Alors pourquoi 2019? Parce que 2019, c'était les 50 ans de la mort de Louise de Villemorin, qui est décédée en 1969. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai pu proposer l'exposition que j'évoquais à la Vallée aux Loups, à la maison de Chateaubriand. Alors, au-delà de cette date anniversaire, pourquoi je me suis intéressé et pourquoi s'intéresse-t-on à Louise de Villemorin? Alors, Louise de Villemorin, que vous voyez représentée ici en train d'écrire, c'est une romancière, poète de la première moitié du XXe siècle, dont l'œuvre a été un petit peu oubliée, ou plus exactement, dont le personnage a un petit peu éclipsé l'œuvre. C'est-à-dire de Louise de Villemorin, on sait que c'était une femme très charmante, elle était décrite comme un des plus délicats écrivains français du XXe siècle, ou encore comme une des plus spirituelles incarnations de ce qui fut la grâce et le goût français. Donc c'est une de ces femmes écrivains dont la destinée romanesque, dont les bons mots, dont la relation avec André Malraux aussi, ont un petit peu éclipsé l'œuvre. Et encore de l'œuvre, vous connaissez sans doute ses romans, Julieta, Madame II, qui sont les plus fameux, mais on méconnaît son œuvre poétique, dans laquelle d'ailleurs, on le verra, Jean Hugo a joué un grand rôle d'inspirateur. Et c'est vraiment ce caractère aussi protéiforme de l'œuvre que je me suis attaché à restituer, puisque finalement les femmes écrivains du XXe siècle, qui étaient un petit peu touche-à-tout entre le roman, la poésie, les scénarios, les articles de presse, et bien finalement il n'y en a pas eu tant que cela. Et c'est vrai que ce côté touche-à-tout, ce côté protéiforme de l'œuvre de Louise de Villemorin est assez méconnue. Car c'est vrai qu'elle-même entretenait un peu l'image de dilettante qu'elle se donnait. Elle disait par exemple « Moi, je parle avant de réfléchir. Les gens qui réfléchissent ne me disent jamais rien d'intéressant. » Ou alors « À vrai dire, je ne suis qu'une signature, c'est peut-être ça qui fait mon charme. » Ou encore « J'écris pour me donner une contenance, mais je sens que personne ne s'y trompe, on sait que je n'ai absolument rien à dire. » Et enfin, on ne peut pas s'habiller chez Dior et avoir du talent. Donc vous voyez qu'elle entretenait cette image de dilettante avec ces bons mots qui finalement sont un petit peu ce qui est passé à la postérité. Alors il est vrai qu'à partir des années 1990, on a un peu redécouvert le personnage et l'œuvre de Louise de Villemorin, puisque ces 20 dernières années, 4 biographies sont parues, dont la dernière en 2019 par Geneviève Haroche, Louise de Villemorin, Une vie de bohème. Et puis, on a réédité aussi un certain nombre de ses œuvres, notamment les articles, puisqu'elle écrivait beaucoup pour des revues, essentiellement pour obtenir de l'argent et maintenir son train de vie. Et donc, un certain nombre de recueils d'articles également sont parus ces dernières années, ainsi que la correspondance que j'ai étudiée, que j'ai pu éditer, notamment avec Jean Cocteau ou avec Jean Hugo. Alors, si on évoque le personnage et l'œuvre de Louise de Villemorin, eh bien, elle est née donc à Verrières-le-Buisson en 1902 et elle se plaisait à dire dans ses articles « J'accepte tout ce qu'on me donne, sauf mon âge ». Et effectivement, elle aurait pu reprendre à son compte ces mots de l'héroïne d'un de ses romans, La lettre dans un taxi, à laquelle elle fait dire « Oh, l'âge, tu sais, ça dépend des jours. Hier, je n'en avais pas, aujourd'hui j'ai 15 ans, et demain, nous fêterons peut-être mon centenaire. » Donc elle a toujours joué, un peu par coquetterie,
avec cela, mais ce qu'on peut retenir aussi, c'est que dans les jeunes années, et même plus tard d'ailleurs dans la vie de Louise de Villemorin, les deux piliers finalement de sa vie, c'était d'une part la maison de commerce, les Graines à Villemorin, et d'autre part la famille. Donc sur les Graines Villemorin, elle se plaisait à dire là encore, car enfin il faut le dire, nous sommes des marchands de graines. Ou alors, au bas de cet article, pour ceux qui peuvent voir, oui, je monte de botaniste et de marchand de graines, mais je ne descends de personne, j'ai fait mon nom. Et elle revendiquait vraiment cette ascendance et cette appartenance à une famille de grainetiers qui remonte au XVIIIe siècle, où le grand ancêtre Philippe Victoire de Villemorin était monté à Paris, comme on dit, pour faire ses études, et il s'était lié d'amitié avec Pierre d'Andrieux, qui était grainetier du roi Louis XV, et dont il a épousé la fille. Donc il s'est associé à Pierre d'Andrieux, et à la mort de celui-ci, la maison de commerce est devenue Villemorin-Andrieux. Et ensuite, le fils de Philippe Victoire a poursuivi évidemment l'œuvre de son père et a acquis la maison, enfin le domaine de Verrières-le-Buisson, que vous voyez un petit peu représenté ici, au début du XIXe siècle, où ont été établies les cultures expérimentales de la maison de commerce. D'ailleurs, il y a toujours un arboretum en main familiale qui est ouvert à quelques dates exceptionnelles autour du domaine. Et puis également, c'était une famille de génétistes assez fameux qui ont travaillé, par exemple, le grand-père de Louise de Villemorin, Henri, a travaillé sur la classification et l'amélioration des blés. Donc c'était quand même une famille de très grands scientifiques et également une famille de communicants, puisque, vous voyez par exemple sur cette affiche, d'ailleurs sur un dessin du sculpteur Jacques Boubada, on a la France-Selle-Villemorin avec la semeuse qu'on reconnaît bien, et sur cette autre affiche des années 60, on a le jeu de mots que n'aurait d'ailleurs pas renié Louise de Villemorin, on sèmera toujours Villemorin, avec évidemment un jeu de mots sur sèmera. Donc pour tout ça, pour vous planter un peu le décor, c'est le cas de le dire d'ailleurs, de la maison de commerce et de la famille. Donc sur la famille, Louise de Villemorin était très attachée à son père Philippe, qu'on voit ici d'ailleurs dans l'arboretum de Verrières, qui était lui aussi un grand savant et un grand voyageur. Et il ramenait de ses expéditions en Extrême-Orient, par exemple, des spécimens rares qu'il plantait dans l'arboretum de Verrières. Et puis en 1900, il a épousé Mélanie de Gaufridi de Dortan, que vous voyez ici, avec laquelle il a eu 6 enfants. Marie-Pierre, l'aînée, la sœur de Louise, dite Mappy, que vous connaissez peut-être un petit peu puisqu'elle s'est illustrée notamment par des recettes de cuisine et de savoir-vivre, les recettes de Mappy. Donc Louise en 1902 et ses 4 frères, son quarteron de frères, Henri, Olivier, Roger et André. Alors Louise était très attachée à son père, comme je l'ai dit, d'autant plus qu'il est mort jeune. Il est mort en 1917, alors non pas sur le front de la Première Guerre mondiale, puisque en tant que soutien de famille et père de 6 enfants, il était exempté, mais il s'est engagé auprès des troupes britanniques combattant en France comme traducteur. Et il a multiplié les allers-retours entre Paris et Londres, ce qui l'a beaucoup épuisé, et il est décédé en 1917. En revanche, les relations de Louise avec sa mère Mélanie étaient plus distantes et difficiles, parce qu'il est vrai que Mélanie de Villemorin, mais c'était assez général à l'époque, mais préférait sa vie de salon et sa vie de mondanité à la vie de famille, et qu'elle tenait un salon à Paris, quai d'Orsay, puis rue de la Chaise, où elle recevait tous les notables de la Troisième République. Et elle avait aussi une existence assez libre, puisque elle entretenait des relations notamment avec le duc de Montpensier, le roi d'Espagne, ou encore Alexis de Saint-Léger, c'est-à-dire le futur Saint John Perse. Et finalement, Louise de Villemorin n'était pas proche du tout de sa mère, laquelle était sans doute peut-être un petit peu dépitée pour le coup d'avoir intégré une famille de grainetiers, alors qu'elle était d'ascendance plus notable. Donc vous la voyez ici, et d'ailleurs c'est la princesse Bibesco qui a dit à Jean Chalon, qui était familier de Louise de Villemorin dans les années 60,
vous trouvez Louise belle parce que vous n'avez pas connu Mélanie, qui l'était 100 fois plus. Et effectivement, c'était une très belle femme. Donc on la voit ici, et effectivement, elle était peut-être un petit peu dépitée d'avoir intégré cette famille de grainetiers. Et Louise de Villemorin, dans un article d'ailleurs, s'en fait l'écho, puisqu'elle indique titre à droite, titre à gauche, titre de tous côtés, et nostalgie peut-être de ces ombrages qu'elle avait délaissés pour vivre dans une famille de marchands de grains et pour mettre au monde des enfants auxquels on ne défendait pas de croire qu'ils avaient pour ancêtre un rhododendron, une pivoine, un cèdre ou une laitue. Voilà. En tout état de cause, Mélanie de Villemorin, après la mort de son mari, ah oui, et puis aussi, alors Louise de Villemorin a beaucoup raconté et romancé ses souvenirs de jeunesse, mais deux souvenirs reviennent souvent dans ses articles et montrent un petit peu la distance qu'elle avait avec sa mère, notamment celui d'un souvenir d'une poupée qui s'appelait Lily, à laquelle elle était très attachée, et que sa mère, un jour où elle n'était pas là, a donné à une autre petite fille qui était en visite. Donc ce qui évidemment a beaucoup meurtri la petite Louise. Et on a ici un autre souvenir de Noël, que vous ne voyez peut-être pas très bien, mais où c'est une histoire un petit peu similaire avec un ballon rouge, qui était le dernier cadeau et que Mélanie a enlevé à sa fille Louise pour l'offrir à une autre petite fille. Donc on sent bien là la distance qui s'est installée avec sa mère, et aussi le fait, pour embrayer un peu sur l'œuvre, que Louise de Villemorin finalement s'est très tôt réfugiée dans un monde imaginaire et a développé assez tôt cette imagination. Voilà, alors qu'elle n'était pas forcément destinée à écrire, c'est aussi ce contexte familial qui a pu la pousser à développer son imagination. Donc là, on voit encore Mélanie de Villemorin plus tard, qui a continué à gérer la maison de commerce plus ou moins bien d'ailleurs dans les années 20 et dans les années 30, avant que les fils ne reprennent. Et ensuite, dans les fins des années 10, début des années 20, Louise de Villemorin s'est installée dans le sud-ouest de la France, puisqu'elle devait guérir une inflammation tuberculeuse qui s'était portée sur l'os de sa hanche. Et elle a passé 2 ans plâtrée à Biarritz et aux environs de Biarritz, à Saint-Jean-de-Luz. Et c'est là notamment qu'elle a côtoyé Antoine de Saint-Exupéry, qui est figuré ici, qui était un de ses lointains cousins et qui a fait partie de ses fiancés pour rire, puisqu'ils se sont fiancés en 1923. Donc les fiançailles, alors Antoine de Saint-Exupéry a eu aussi une influence assez forte sur l'œuvre de Louise, puisque c'est un des premiers avec l'abbé Munier qui l'a conseillé à écrire, avant même André Malraux. Et là encore, dans ses souvenirs, Louise de Villemorin indique « Saint-Exupéry fut le magicien de notre adolescence, un ambulant, un chevalier, un mage noble, un enfant du mystère qu'un souffle de grâce animait. » Alors les fiançailles n'ont pas duré, en tout cas ne sont pas allées jusqu'au mariage. Alors non pas tant, on a invoqué les réticences de Mélanie de Villemorin d'avoir un gendre pilote, ou encore l'inconstance de Louise de Villemorin, qui existe, hein, mais c'est plutôt la différence entre les deux fiancés qu'il faut là incriminer. Vous voyez dans cet autre article, Louise de Villemorin indique ici: il me parle d'aviation, de moments terrifiants passés entre le ciel et la terre, et moi qui ne songe qu'à meubler notre future maison, je l'interromps pour lui demander s'il aime les canapés à capitons. Donc vous voyez qu'entre le ciel et les canapés à capitons, on peut dire que peut-être le fossé était trop grand pour que les fiançailles se muent en mariage. Donc ensuite, Louise de Villemorin a retrouvé un autre ami de la famille qui s'appelle Henry Lee Hunt, dont le père James était un ami de Philippe de Villemorin, peut-être un amant de sa mère aussi d'ailleurs. Et là, pour le coup, les fiançailles sont allées jusqu'au mariage et Louise de Villemorin a épousé en 1925 Henry Lee Hunt, donc un Américain, un entrepreneur, on dirait un businessman américain qui travaillait à la mise en place de réseaux ferroviaires, notamment en Amérique du Sud. Et elle est partie avec lui, là on a l'acte de mariage, elle est partie avec lui vivre aux États-Unis,
en l'occurrence à Las Vegas, où habitaient les parents Leigh Hunt. Mais le problème, c'est que Las Vegas, dans les années 20, c'était une bourgade. C'était vraiment un village avec rien autour. Donc Louise de Villemorin s'y est beaucoup ennuyée. Elle s'est mise à la peinture, au dessin, à la guitare. Elle a visité les environs, mais elle s'est beaucoup ennuyée. Et finalement, les relations, on la voit ici justement au début des années 30, dans une assez belle photographie par Man Ray. Elle a eu 3 filles entre 1929 et 1931, dont elle a accouché à l'hôpital américain à Neuilly-sur-Seine. Donc elle profitait finalement de ces accouchements pour revenir en France et pour fréquenter le salon de sa cousine Yvonne de Lestrange, où elle côtoyait tous les auteurs de la NRF, et notamment André Malraux. Donc c'est là, au salon de sa cousine, Yvonne de Lestrange, qu'elle a connu André Malraux, qui après, donc le voici dans les années 30, qui après Antoine de Saint-Exupéry l'a encouragé à écrire. Il lui a dit, par exemple, si vous ennuyez, évadez-vous en écrivant. Et il est vrai que Louise de Villemorin n'aurait sans doute pas écrit d'une part si André Malraux n'y avait pas poussé, et d'autre part si elle n'avait pas été aussi éloignée de sa famille. Donc elle a commencé à écrire, et son premier roman, Sainte une fois, est paru en 1935. Après une écriture assez laborieuse, comme on le voit dans ses lettres en anglais à son mari, où elle écrit par exemple « It is much harder job than I thought as soon as one takes it really seriously ». Donc c'était vraiment plus difficile que ce à quoi elle pensait que d'écrire un ouvrage. Ou là « I am working so hard on my book that my head feels empty ». Donc elle avait vraiment une écriture assez difficile et assez laborieuse, dont on voit d'ailleurs la jeunesse dans la correspondance, qui est aussi intéressant. Et donc son premier ouvrage, Sainte une fois, qui est un ouvrage plein de fantaisie, presque surréaliste d'ailleurs, est paru à la NRF en 1935, dédié à son beau-père. Et on a aussi en main privée, enfin chez Mathieu de Villemorin, une très jolie dédicace, un exemplaire dédicacé à André Malraux, où elle indique « Mon cher André, voici pour vous ce livre qui n'existe que par vous ». Alors la liaison avec Malraux n'a guère duré, puisque Louise de Villemorin voyait aussi quelqu'un d'autre, donc Malraux ne l'a pas très bien pris, donc ça n'a pas duré. Mais en tout cas, il a donné son feu vert, son absolution, son blanc-seing à l'ouvrage, puisqu'il écrit, alors l'écriture de Malraux c'est plus compliqué, il lui écrit « Je suis bien content, vous avez un vrai talent. J'ai lu d'abord dans l'auto 2 pages et j'étais hésitant. Sur les moyens, il y aurait beaucoup à dire. Puis j'ai tout lu, la première impression ne vaut rien. Pas ça du tout, il y a un univers particulier, sans aucun doute, c'est très bien. » Voilà. Et donc c'est cet ouvrage, Sainte une fois, qui lui a ouvert vraiment les portes du Paris littéraire. C'est là qu'elle a rencontré Jean Hugo, on le verra ensuite, et également Jean Cocteau, puisque Jean Cocteau, qui ne la connaissait pas, lui a envoyé cette simple lettre en lui écrivant « Mais je ne savais pas que vous aviez du génie, je vous adore », signé Jean Cocteau. Et même, dans cette autre lettre, « Je pense à vous, je rêve à vous, c'est un peu terrible, je voudrais vous aimer comme ma petite sainte, comme un frère de plus dans votre état-major, et j'ai peur d'être amoureux de vous. » Alors Jean Cocteau, à cette époque, sortait d'une relation malheureuse avec la princesse Palais, avant d'entamer d'autres types de relations, et s'est cru amoureux de Louise de Villemorin et a même voulu l'épouser. Alors évidemment, elle-même a bien compris que ça n'était pas envisageable, mais une grande amitié épistolaire et littéraire s'est établie entre les deux jusqu'à la mort des deux dans les années 60. Et Jean Cocteau a aussi livré des critiques assez bonnes sur les ouvrages de Louise de Villemorin, notamment sur Sainte une fois, où il commence par indiquer « Encore une femme du monde qui veut écrire un livre », et où ensuite il indique « Un livre qui apparaît au lieu de paraître, au lieu d'une parution, une apparition, un livre qui n'était pas là et qui est là tout à coup ». Donc vous voyez que Sainte une fois l'a beaucoup enthousiasmé, ainsi d'ailleurs que le second roman de Louise de Villemorin qui s'appelle La fin des villas vides, où là aussi Jean Cocteau indique un petit peu la filiation avec les contes de Perrault ou d'Andersen,
en tout cas une critique aussi tout à fait dithyrambique sur cette œuvre. Et donc ils sont restés, hein, comme je le disais, très amis. Jean Cocteau a même séjourné à Verrières-le-Buisson en 1946 pour y écrire La difficulté d'être. Et à part une petite brouille au début des années 60, ils sont restés effectivement très amis. Alors Louise de Villemorin a fini par divorcer de son premier mari américain, Henry Lee Hunt, en 1937, lequel a obtenu la garde des filles. Donc Louise de Villemorin n'a pas vu grandir ses filles. En tout cas, elle ne les a pas vues avant le début de la Seconde Guerre mondiale et ensuite dans l'après-guerre. Donc évidemment, c'était une blessure qu'on lit dans certains poèmes, mais elle a, en 1938, épousé un comte hongrois, le comte Palffy, qu'on voit en haut à droite, qui était issu d'une très prestigieuse famille de l'ancien royaume de Hongrie, et avec lequel elle est partie vivre dans l'Europe centrale, hein, en l'occurrence au château de Pudmeris, qui est dans l'actuelle Slovaquie, où elle a passé, d'après ses dires, les 2 plus belles années de sa vie. Et il est vrai qu'autant les États-Unis ne l'ont pas du tout inspiré dans son œuvre, autant la Hongrie l'a beaucoup inspiré, notamment dans ses articles et dans ses poèmes, et elle y est restée très attachée, livrant même dans les années 50 d'ailleurs un article, Le seul politique, dans lequel elle s'insurge contre la passivité des Occidentaux face à l'écrasement des insurrections en Europe centrale contre le communisme. Donc c'est vraiment 2 années qui l'ont beaucoup marqué. Et donc voilà, dont elle s'est fait l'écho notamment dans certains de ses articles. Et le lieu de Pudmeris, le château, vraiment l'a aussi beaucoup inspiré. C'est là que j'ai vécu non seulement mes plus belles années, mais encore les seules années heureuses que la vie m'ait données. Alors, c'est pendant ces années-là aussi, en 1939, 38-39, qu'elle a rassemblé un certain nombre de ses poèmes dans un premier recueil qui s'appelle justement Fiançailles pour rire. Donc une quarantaine de poèmes, dont certains ont été mis en musique par Francis Poulenc, comme vous le voyez ici. Donc ça donne aussi à voir tout le caractère protéiforme de l'œuvre. Mais donc là vous en avez quelques-uns, par exemple Bouche de Reine ou Mon cadavre est doux comme un gant. Donc ça c'est des poèmes qui sont extraits de Fiançailles pour rire. Et puis évidemment les années de guerre ont été, alors non pas extrêmement difficiles, puisque Louise de Villemorin voyageait quand même assez librement en Europe centrale ou même à Paris, mais en tout cas des années évidemment d'angoisse, puisqu'elle était privée de ses filles et elle était sans nouvelles de ses frères, jusqu'à ce qu'un officier allemand ou autrichien, lui envoie un trèfle à 4 feuilles pour lui indiquer que ses 4 frères étaient en vie et en bonne santé. Et c'est à partir de ce moment-là que Louise de Villemorin a adopté comme emblème le trèfle à 4 feuilles. Donc vous voyez qu'il commence à apparaître ici dans des dédicaces à ses amis, 44 ici, ou dans des poèmes comme signature. Donc les 4 feuilles du trèfle et la tige qui forme le L de Louise. Donc c'est vraiment à partir de ces années-là et de cette anecdote qu'elle a adopté l'emblème du trèfle. Et donc elle a aussi écrit pendant ces années d'Europe centrale, puisqu'elle s'est finalement aussi un petit peu ennuyée assez vite. Elle a écrit notamment Le lit à colonnes, qui a fait l'objet d'une adaptation au cinéma, avec comme producteur Roland Tual, comme dialoguiste Charles Spack et comme acteur Odette Joyeux, Fernand Ledoux, Jean Tissier et Jean Marais, que vous voyez ici. Alors le film est introuvable, il n'a pas été numérisé, mais le film a plu dans l'époque d'alors. Il a d'ailleurs un peu frôlé la censure, puisque l'histoire se passe dans une prison, et c'était aussi une manière un peu déguisée peut-être, enfin pas Louise de Villemorin, mais peut-être de Roland Tual, de critiquer le système carcéral de Vichy. Et puis, elle a également écrit des poèmes, notamment sur la Hongrie, qui ont été rassemblés dans un second recueil, Le sable du sablier, notamment sur le Danube. Sur le Danube en février,
Les longs îlots d'herbes frissonnent, ce sont des tombeaux oubliés que la brume d'oubli couronne. Donc vraiment la Hongrie, l'Europe centrale l'ont beaucoup inspiré. Également La Maison des enfants, qui est un poème dans lequel on sent la tristesse d'être séparé de ses filles. Enfant, c'est mon passé, passé que vous bercez, au jardin de Verrières, car je riais aussi sous l'arbre que voici et que planta mon père. Voilà, donc ça c'était pour les années hongroises. Alors elle a divorcé également de son second mari qui la trompait, mais elle aussi avait une autre relation avec le comte Esterhazy. Et finalement, elle est rentrée en France en 1944, définitivement. Et chez Marie-Blanche de Polignac, elle a fait la connaissance de Duff Cooper, qui était l'ambassadeur britannique à Paris après la guerre. Et donc, elle a entamé une relation avec Duff Cooper et une grande amitié avec sa femme Diana, qui était aussi une très belle femme. Et finalement, Louise de Vilmorin s'est installée à l'ambassade britannique où elle tenait salon et où elle a rassemblé autour d'elle toute une bande d'artistes français et britanniques dans ce Paris de l'après-guerre. Donc cette Café Society, on voit ici Christian Bérard par exemple. Donc Louise de Vilmorin tenait salon à l'ambassade britannique. Alors peut-être c'était-elle aussi d'une certaine manière mise sous la protection de l'ambassadeur, puisque comme elle circulait assez librement en Europe centrale pendant la Seconde Guerre, elle aurait pu peut-être avoir quelques difficultés à son retour en France. Certaines mauvaises langues la faisaient surnommer Loulou de Poméranie, mais en tout cas ça n'a pas été établi, et elle était aussi très proche de gaullistes, notamment Palevski, Pleven ou Parodi, et Malraux bien sûr. Donc ces années-là à l'ambassade britannique ont surtout été l'occasion pour elle d'écrire des articles dans la presse de la mode et du luxe, d'écrire un roman qui s'intitule Le Retour d'Erika, qui renoue d'une certaine manière d'ailleurs avec le style de Saint-Ulfoy, et quelques poèmes, notamment Plus jamais, qui est un poème assez triste que lui a inspiré la fin de sa relation avec Duff Cooper en 1947. Mais dans l'ensemble, elle a assez peu publié et écrit ces années-là. Évidemment, la correspondance avec les Cooper est aussi très intéressante et éclairante, notamment sur les dessous diplomatiques. Et puis, c'est surtout ensuite, je reparlerai de Jean Hugo évidemment après, mais elle a renoué avec Jean Hugo en 1948. Il l'a beaucoup inspiré, notamment pour sa poésie, mais j'y reviendrai. Et c'est à cette époque-là, entre 1949 et 1951, que Louise de Vilmorin s'est isolée d'abord dans le Tyrol autrichien qui lui rappelait la Hongrie, et ensuite en Alsace à Sélestat, et où elle a écrit ses deux romans les plus célèbres, que sont Julieta et Madame II. Voilà, donc on a ici différentes éditions de ces ouvrages, dont je vous conseille la lecture, qui sont un petit peu datés dans le style, mais qui sont très représentatifs d'une époque et très, très agréables à lire, avec un peu comme dans l'œuvre romanesque de Louise de Vilmorin, un peu les mêmes lieux communs, c'est-à-dire une histoire qui tourne autour du mensonge, de la dissimulation, de la trahison, des archétypes, la mère de famille, la fille, le mari, aussi un rôle des objets qui est important dans Madame II, c'est les boucles d'oreilles, la lettre dans un taxi, Julieta, l'étui oublié dans le train. Donc il y a vraiment tout ce ressort dramatique qu'on peut retrouver aussi dans ces ouvrages. Et puis ils ont été portés à l'écran. Alors Julieta a été portée à l'écran en 1950-51 par Marc Allégret, adapté par François Giroud, futur ministre de la Culture, avec, là encore, Jean Marais, Jeanne Moreau également, et Madame II, bien connue, qui est un film de Max Ophuls sur des dialogues de Marcel Achard, avec Charles Boyer, Daniel Darieux et Vittorio Da Sica, ces deux films étant disponibles. Alors le succès de Madame II, qu'il s'agisse de l'ouvrage ou du film, a permis à Louise de Vilmorin, au milieu des années 50, de restaurer la demeure de Verrières-le-Buisson, que l'occupation allemande avait laissé en piteux état, et de constituer le fameux Salon Bleu
de Verrières-le-Buisson, dans lequel elle allait recevoir dans les années 50 et 60. Et puis ces années 50 ont été une période de création, alors pour le coup très intense, puisqu'elle a publié coup sur coup ses différents romans, notamment La lettre dans un taxi, adapté à la télévision avec Jean Rochefort d'ailleurs, et également qu'elle a écrit les dialogues du film Les Amants de Louis Malle avec Jeanne Moreau. Et véritablement, dans les années 50, Louise de Villemorin était partout. Récipiendaire de la Légion d'honneur, du prix littéraire de Monaco, ici avec René Clair au Festival du film à Cannes, ici dans les cuisines de chez Maxim's, et là précisément dans son salon bleu de Verrières-le-Buisson, qu'elle avait tapissé et orné de ce tissu caractéristique bleu perse à batik qu'on verra plus tard, je crois, en couleur. Ici, voilà, en couleur, donc qui est assez représentatif, évidemment, là encore, d'une époque. Elle était très attachée aussi aux objets, on dirait aux bibelots, hein, dans une perspective un peu d'accumulation. Donc ça, c'est l'état du Salon Bleu dans lequel elle recevait dans les années 50 et 60. Donc ses frères étaient aux manœuvres à la maison de commerce, elle était très proche de ses frères. La maison de commerce a quitté les mains familiales dans les années 60, mais constituait quand même un appoint non négligeable pour Louise de Villemorin, dont les finances étaient, enfin dont les dépenses étaient toujours un petit peu supérieures aux recettes. Et d'ailleurs, elle disait acheter n'est pas payer. Et elle disait aussi, si on te demande, tu donnes et avec le sourire. Enfin, voilà, tout ça pour dire qu'elle était assez dispendieuse et généreuse. Voilà, on la voit ici dans son salon de Verrières-le-Buisson, donc dans ce siège qui s'appelle l'Indiscret, donc elle recevait le dimanche. Et en revanche, les années 60 ont été une période de moindre création littéraire, puisqu'elle n'a terminé qu'un roman qui s'appelle L'heure malicieuse et qui n'est peut-être pas le meilleur de Louise de Villemorin. Un roman inachevé de Lutin sauvage, dont on a ici d'ailleurs un exemplaire dédicacé assez émouvant, puisque c'est André Malraux qui l'envoie d'ailleurs à Jean Hugo, je crois qu'il est dans votre bibliothèque, et où André Malraux, puisque l'ouvrage est paru post-mortem, écrit « Vous entendrez la voix de Louise ». Et effectivement, André Malraux, dont on a encore peu parlé, mais avait fait son retour dans la vie de Louise de Villemorin. Je vous ai dit qu'il s'était connu en 1933, qu'il s'était revu en 1939 et également à l'ambassade britannique. Mais c'est surtout dans les années 60 qu'ils ont renoué. D'abord Louise de Villemorin en adressant ses condoléances à André Malraux pour la mort accidentelle de ses fils. Et ensuite, à partir de 1964, ils ont multiplié les échanges épistolaires. Et en 1967, André Malraux était de retour dans la vie de Louise de Villemorin. Il y eut un projet de mariage, mais comme André Malraux n'a pas pu divorcer à ce moment-là, Louise de Villemorin aurait dit, là encore dans ses bons mots, « Ça ne fait rien, cher André, de nos jours, il n'y a que les prêtres qui se marient », ce qui était une allusion à l'encyclique de Paul VI sur le mariage des prêtres. Ensuite, en 1969 et à la démission du général de Gaulle, André Malraux, qui était ministre des Affaires culturelles, donc a démissionné, et s'est installé à Verrières-le-Buisson. On le voit ici sur le perron du domaine de Verrières-le-Buisson, et ici dans les jardins avec Louise de Villemorin. Il s'y est installé dans l'appartement qu'occupait précédemment Orson Welles, qui était aussi lié à Louise de Villemorin. Et finalement, il a mis une certaine pesanteur sur les dimanches et les réceptions de Louise de Villemorin, à tel point que celle-ci se plaignait à la fin des années 60 qu'on ne venait à Verrières que pour voir le ministre, et non pas elle-même, et elle se serait intitulée elle-même une Marilyn Malraux pour montrer combien elle souffrait de cette situation. Et finalement, donc, elle est décédée en 1969 d'une crise cardiaque due à une mauvaise grippe mal soignée, mais finalement un peu comme elle l'aurait voulu, puisqu'elle avait indiqué en réponse à des interviews qu'elle voulait mourir
entourée dans toute la maisonnée en larmes, ou bien comme on arrête une valse, donc ce qui est un petit peu finalement arrivé, et elle a été enterrée dans les jardins de Verrières sous un banc, avec son symbole du trèfle à 4 feuilles. Voilà donc pour la vie et l'œuvre de Louise de Villemorin. Donc vous aurez compris donc, que l'œuvre est plus variée et sans doute plus profonde qu'il n'y paraît, ou que ce qu'on en a retenu. Et je ne saurais trop vous conseiller la lecture des romans, mais aussi des poèmes, et vous signaler d'ailleurs que est en préparation pour 2024 chez Quarto Gallimard une anthologie de Louise de Villemorin dans laquelle vous pourrez retrouver ses différents écrits. Donc pour en venir ensuite à Jean Hugo, je parle sous le contrôle de personnes autorisées dans la salle, donc Louise de Villemorin a rencontré Jean Hugo là encore en 1935, c'est-à-dire après la parution de son premier roman Sainte une fois. Elle l'a rencontré à un déjeuner chez Marie-Laure de Noailles, et donc Jean Hugo faisait partie évidemment, enfin plus dans les années 20, mais de toute cette sociabilité littéraire et mondaine autour de Jean Cocteau également. Donc ils se sont rencontrés à un déjeuner chez Marie-Laure de Noailles, et ensuite en mai 1935, Louise de Villemorin est venue ici à Lunel, enfin au Mas de Fourques chez Jean Hugo, pour quelques jours avec ses amis Georges et Nora Auric, et on a enfin Jean Hugo le raconte dans ses mémoires, on l'a également dans les lettres. Louise de Villemorin est restée 3 ou 4 jours, il a écrit un poème, le poème qui s'appelle « Officier de la garde blanche », qui était pour elle moins un poème qu'une prière et un aveu, donc ce qui est assez éclairant sur leur relation de cette période, mais qui a été assez brève et limitée à cette année 1935, puisqu'ensuite, je vous l'ai dit, elle a épousé son comte hongrois et elle a vécu avec lui en Europe centrale, donc elle n'a pas revu ensuite Jean Hugo avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, fin 1944. Donc elle le voit en 1944 et surtout elle renoue avec lui après qu'elle avait rompu, ou plus exactement que lui avait rompu avec elle, enfin Duff Cooper. Donc à la fin de sa relation avec Duff Cooper en 1947, elle renoue là encore avec Jean Hugo, revient à Fourques, et c'est là aussi, avec et grâce à Jean Hugo, qu'elle a découvert tout le pouvoir des mots, et qu'elle a vraiment beaucoup travaillé sur les mots, sur la poésie, sur les poèmes. Donc ça, on le reverra en détail, mais il y a eu vraiment une grande influence de Jean Hugo sur l'œuvre de Louise de Villemorin, qui l'a vraiment encouragé à écrire, et notamment qui a même contribué à son œuvre poétique. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir justement dans la correspondance, puisque, comme je vous le disais, j'ai édité la correspondance de Louise de Villemorin et Jean Hugo entre 1935, donc date de leur rencontre, et 1954. 1954, c'est la date de la parution de l'alphabet des aveux, qui est un peu leur œuvre commune. Donc je me suis arrêté là, parce que c'était déjà quand même très volumineux, mais c'est très intéressant parce que la correspondance d'un écrivain, d'un artiste, donne à voir beaucoup d'éléments. Et c'est vrai que la correspondance de Louise de Villemorin est à cet égard très intéressante, très bien écrite. On a pu la comparer à une Sévigné ou une Sand du XXe siècle. Et elle a été une correspondante très régulière et scrupuleuse. Par exemple, à la fin des années 60 avec André Malraux, elle lui faisait porter 3 lettres par jour. Le matin même de sa mort à elle, elle a envoyé une lettre à François Valéry qui l'a conservée, cachetée comme une relique. Et avec Jean Hugo, elle a échangé, enfin ils ont échangé, correspondance croisée, plus de 1300 lettres entre 1935 et 1969. Donc plus de 500 pour lui et plus de 700 pour elle, qui en plus sont conservées des deux côtés, ce qui est intéressant. C'est-à-dire à la fois vous avez les lettres de Jean Hugo à Louise de Villemorin qui sont à la bibliothèque Doucet à Paris, et les lettres de Louise à Jean Hugo qui sont en main privée dans la famille.
Donc c'est surtout l'année 1948 où leur relation s'est épanouie, puis estompée, que Louise et Jean-Hugo ont échangé plus de 220 lettres, donc en un an. Louise de Villemorin écrivait alors quasiment tous les jours à Jean-Hugo, voire plusieurs jours, voire même si elle était à Fourques, elle lui écrivait à Fourques de Fourques. Donc c'était vraiment l'année au cours de laquelle la correspondance est la plus suivie. Ensuite, en 1949, on a 70 lettres, notamment lorsque Louise de Villemorin était retirée dans le Tyrol autrichien. En 1950, plus de 80 lettres, puisque là, elle était essentiellement à Sélestat en Alsace. En 1951, encore 50 lettres. Et ensuite, la correspondance diminue et concerne principalement la composition de l'alphabet des aveux. Donc, ce qu'on peut retenir dans les lettres, et d'une manière générale dans la correspondance d'ailleurs, c'est les codes de l'écriture épistolaire, et c'est ça aussi qui m'intéressait beaucoup dans cette correspondance. Donc on retrouve les codes habituels, c'est-à-dire la lettre commence généralement, alors maintenant on ne sait plus trop parce que l'envoi de lettres c'est quand même un peu rarissime, mais d'abord la lettre, la bonne lettre, ça commence par les remerciements pour la dernière missive qu'on a reçue, ou au contraire l'expression d'une inquiétude en cas de retard du courrier. Donc dans ce cas-là, le scripteur s'excuse et se justifie. Ensuite, dans le corps de la lettre, on a souvent, au cas d'espèce, des problèmes de santé ou des menus faits de la vie quotidienne, d'autant que Louise de Villemorin était de santé fragile, au physique comme au moral, et notamment à la fin des années 40 et au début des années 50. Donc elle écrit par exemple, en mars 48, « Ma santé est délicate », en mai 48, « Ma santé est mauvaise, je suis un paquet de douleurs alarmantes et j'ai peur de tout ». Ou encore, en avril 1952, « Ma santé est mauvaise, j'étouffe et je me meurs ». Alors évidemment, c'est aussi des lieux communs qu'on retrouve dans d'autres correspondances. Je pense notamment à Anna de Noailles qui était perpétuellement souffrante. Bon, au cas d'espèce, il est vrai que Louise de Villemorin était de santé fragile. Ensuite, on a des lieux communs aussi, le lieu commun du rien à dire. Dans la lettre, par exemple, en février 1950, « Je n'ai rien à te dire » ou « à peu près rien », ce qui est évidemment à la fois un lieu commun et une antiphrase, puisqu'après, évidemment, on dit des choses, mais bon, c'est pour signaler les lieux communs de l'écriture épistolaire. Et également, on parle du temps qu'il fait, ça aussi c'est un lieu commun. La chaleur à Fourques revient souvent, et la neige à Albach, dans le Tyrol, et en Alsace. Dans la lettre, on parle aussi de soi et des autres, donc on voit les loisirs qu'on a à cette époque. On joue aux boules, au croquet ou aux cartes chez les Villemorin à Verrières. On va au concert de Georges Auric, de Jacques Février, de Henri Sauguet. On va voir les films de Jean Cocteau, les pièces de Marie Belle. On lit beaucoup, Victor Hugo bien sûr, les poètes du 19e siècle, le journal des Goncourt, les Gautier père et fils. Et puis on évoque aussi la famille dans la correspondance. Les saints, Saint-Louis, Saint-Jean, on évoque le mariage du frère André de Villemorin, la naissance et le baptême des neveux et nièces Villemorin ou des enfants Hugo. Et puis on salue en fin de lettre, on donne des messages où on salue, notamment Louise de Villemorin saluait dans ses lettres à Jean Hugo systématiquement Loretta, donc son épouse à partir des années 50 et les enfants Hugo ensuite. La lettre est aussi une espèce de chronique du Paris littéraire et mondain, voire du Gotha européen. Alors peut-être moins dans la correspondance avec Jean Hugo, puisque Jean Hugo s'était quand même un petit peu retiré de ces mondanités parisiennes, ça n'intéressait sans doute pas tellement, donc on le retrouve plutôt dans la correspondance avec Duff Cooper, mais c'est aussi intéressant de ce point de vue-là. Autre point intéressant et récurrent dans la correspondance de Louise de Villemorin, c'est l'argent. Parce que Louise de Villemorin était perpétuellement à court d'argent, et d'ailleurs elle se moquait elle-même de cette caractéristique. En 1953, elle a publié un article dans Vogue qui s'appelle « L'argent me ruine », et où en fait elle donne des conseils aux lectrices plutôt de Vogue, des conseils pour écrire des lettres et demander de l'argent à des correspondants. Et dans sa correspondance avec Jean Hugo, ce problème d'argent vient assez souvent, notamment en 1948, où elle se dit sans le sou, après avoir été congédiée, il est vrai, par Robert Laffont et par Gabriel Chanel,
dont elle écrivait à l'époque les mémoires. Non sans difficulté d'ailleurs, puisque Gabrielle Chanel inventait au fur et à mesure qu'elle prétendait se souvenir. Et puis la lettre est aussi l'occasion d'évoquer les événements. Donc là, c'est la lettre coulisses de l'événement. Donc on a des allusions à la montée des périls en 1938. On a donc notamment Jean-Hugo s'inquiète, puisque Louise était en Europe centrale. On a une allusion à l'occupation allemande à Verrières-le-Buisson, des allusions à des élections politiques après-guerre. Donc on a aussi cette caractéristique de la lettre comme coulisses de l'événement. Et puis, on a aussi le style de la lettre qui est intéressant à analyser, notamment dans les lettres de Louise de Villemorin, puisque c'est bien souvent un mélange un peu de préciosité et également de laisser-aller. Alors, c'est très un peu boulevardier parisien, mais voilà, on a à la fois une extrême préciosité, une lettre qui est très ciselée, et en même temps, de temps en temps, des néologismes ou des barbarismes ou des locutions populaires. Voilà, ce qui fait qu'on a aussi une esthétique de la négligence dans la lettre de Louise de Villemorin. Alors, pour en revenir à Jean-Hugo, alors là, on la voit ici au travail à Fourques, donc dans les années 40. Donc ce que révèlent ces lettres, alors outre les codes de l'écriture épistolaire que j'ai déjà indiqués, on peut voir dans la lettre, bien sûr, l'expression de soi et des sentiments. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors les lettres de Jean-Hugo, d'ailleurs, dans les années 30, sont aussi l'expression de sa foi à lui, puisqu'il s'est converti au catholicisme en 1931. Et il semble, dans ces années-là, lutter d'ailleurs contre les sentiments que lui inspirait Louise de Villemorin, puisqu'il écrit par exemple « Je ne t'oubliais pas, je me battais avec ma conscience ». Et quant aux lettres de Louise de Villemorin, elles expriment une palette de sentiments dans les lettres de 1948, donc année de leur retrouvailles. Et par exemple, là, elle exprime la gratitude et l'inquiétude, la crainte et la paix, les souvenirs et les projets, et surtout l'amour qui anime tout cela. Donc il y a vraiment une variété d'expressions de sentiments, même si Louise de Villemorin ensuite se montre assez insistante et jalouse aussi auprès de Jean-Hugo. Elle l'accuse de ne pas souffrir autant de son absence qu'elle-même souffre de la sienne. Elle se montre jalouse des autres personnages féminins, Frosca Münster, Maribel, Loretta Hugo, qui sont dans la vie de Jean-Hugo, et elle prétend rompre plusieurs fois avec lui. Elle lui écrit « Je ne reviendrai pas à Fourques où tu es plus heureux sans moi », ou encore « Je t'aimerai toujours, mais j'ai décidé de ne plus t'aimer », avant évidemment de se raviser, puisque c'est autant de figures de style, bien sûr. Mais finalement, et un peu comme pour avec Duff Cooper d'ailleurs, Louise de Villemorin, par cet attachement, elle écrit d'ailleurs « Je te suis trop attachée », finalement lasse un peu son interlocuteur et parfois même le lecteur, au point de devenir accaparante, comme l'évoquait d'ailleurs Duff Cooper dans ses journaux. Donc il y a vraiment de la part de Louise de Villemorin ce besoin d'aimer, d'être aimé, enfin cette espèce de bouffée, mais qui parfois est un petit peu envahissante, y compris dans la correspondance. En tout état de cause, et à la fin de l'année 48, leur relation sentimentale avait fait long feu, et s'était muée en une tendre amitié, ce qu'elle restera, mais le souvenir de leur rencontre en 1935 reste gravé et mentionné dans la correspondance. Date inoubliable dans ma vie, date si chère à mon cœur, donc l'affection qu'ils avaient l'un pour l'autre est demeurée. Également, autre aspect intéressant, c'est que Louise de Villemorin, dans sa correspondance avec Jean-Hugo, distille un certain nombre de ses souvenirs d'enfance, notamment ses séjours à Noirmoutier ou à Saint-Jean-de-Luz où elle était alitée, ses voyages en Suisse avec Antoine de Saint-Exupéry. Elle évoque un filleul de guerre, elle évoque un ami d'enfance, donc on retrouve distillé dans sa correspondance des souvenirs d'enfance. Et même, en septembre 1948, elle a entrepris
dans ses lettres à Jean Hugo, de raconter ses souvenirs. Donc elle a divisé ses lettres en deux, une première partie sur le quotidien, l'expression de soi, et une seconde partie sur les mémoires, ses souvenirs d'enfance. Donc on a par exemple, elle indique « J'adresse ces mémoires à Jean Hugo, mais je ne fais que les lui confier. Ma gratitude le charge d'un devoir, car j'écris pour mes neveux, qui certes ont plus de raisons que lui d'être curieux de ma famille, qui est la leur, curieux de moi et anxieux de m'aimer. » Donc elle fait de Jean Hugo en fait un peu le dépositaire de ses mémoires, dans lesquelles elle parle de son père, alors de sa grand-mère déjà, qu'elle appelait Mémé, ce que sa mère Mélanie trouvait commun d'ailleurs comme surnom. Elle parle de son père auquel elle était très attachée, de sa mère qui suscite peu de souvenirs plaisants, etc. Et les souvenirs d'enfance s'achèvent par le récit de l'inondation de 1910 à Paris et le repliement de la famille à Verrières-le-Buisson, où elle s'était installée ensuite. Donc c'est des souvenirs qui sont évidemment réinterprétés, auxquels il ne faut pas accorder de crédit absolu, mais dont elle s'est ensuite beaucoup servie, notamment dans ses articles de presse. Voilà, donc là par exemple elle parle de son père. Et puis, autre aspect évidemment très intéressant, et j'en terminerai par là, puisque l'heure tourne, c'est la correspondance comme laboratoire de l'œuvre. Donc il y a deux choses intéressantes à voir, c'est que d'abord la correspondance permet de faire la genèse de l'œuvre, donc de voir comment, quelles ont été les influences, et ensuite également d'en faire même un laboratoire, puisqu'on peut tester dans la correspondance des figures de style, etc. Donc là, c'est le cas avec Jean Hugo, puisque d'abord, on retrouve dans la correspondance la genèse de l'œuvre. Par exemple, sur les fiançailles pour rire, Jean Hugo lui écrit que ses poèmes sont beaux, pleins d'un merveilleux génie. Ou sur le poème Officier de la Garde Blanche, il est encore plus beau que quand tu l'as écrit ici dans la bibliothèque, sauf un vers que j'aime mieux dans la première version. Donc vous voyez que Jean Hugo vraiment la conseille, y compris d'ailleurs sur la prosodie, et donc ce qui est évidemment intéressant. Et quand ses poèmes, Les fiançailles pour rire, paraissent en revue, il lui écrit « J'ai été très ému de les retrouver aussi beaux sous l'uniforme typographique et sous la grâce de ton écriture. » Et il lui envoie aussi des conseils de lecture, notamment il lui conseille bien sûr son bisaïeul, mais aussi les poètes du XIXe siècle, Vigny, Nerval, Musset, Gautier, Baudelaire et Rimbaud, et Guillaume Apollinaire surtout, alors début XXe, dont effectivement l'influence a été grande sur l'œuvre de Louise de Villemorin. Il lui conseille aussi des auteurs plus anciens, notamment Agrippa d'Aubigné et surtout Louise Labbé, qui là aussi a beaucoup inspiré Louise de Villemorin. Et ensuite, c'est surtout l'alphabet des aveux en 1954 qui constitue en fait un peu leur œuvre commune. Donc l'écriture de ce recueil a été assez longue dans le temps, puisque Louise de Villemorin a commencé à écrire des vers olorines à partir de 1948. En tout cas, ça apparaît dans la correspondance à partir de 1948. Alors, les vers olorimes, c'est deux vers qui ne s'écrivent pas de la même façon, mais qui se prononcent de la même façon. Par exemple, étonnamment monotone, hélas, est ton âme en monotone, hélas. Vous voyez, ça c'est des vers olorimes. Et donc c'est là-dessus qu'elle a beaucoup travaillé avec Jean Hugo et sur le conseil de Jean Hugo. Et ça, on le voit bien dans la correspondance, puisque l'essentiel de ses poèmes ont été écrits entre 1948 et 1951. Et principalement même en 1949, où elle a écrit par exemple ces deux poèmes, Accordou, Accordou et Fado, qui est un poème uniquement avec des notes de musique. La mi, do, si, la mi, la, fa, do, sol, si, ré, la, sol, a, si, fa, si, la, do, ré. Vous voyez, c'est uniquement des notes de musique. Et donc Jean Hugo l'encourageait et la conseillait sur la prosodie et lui donnait son avis. Par exemple, il écrit « L'olorime au long des mois est un chef-d'œuvre » ou alors « Le poème Au temps des cendres est d'un beau mouvement, mais je le trouve moins émouvant que celui des sirènes ».
Ou alors, le poème Accordou, Accordou est un chef-d'œuvre, il dépasse en virtuosité tous ceux que tu as composés jusqu'à présent. On a d'autres curiosités, comme ce poème L'alphabet d'un aveu, où en fait, le poème est constitué uniquement de lettres de l'alphabet et de toutes les lettres de l'alphabet. Donc là, vous avez les lettres de l'alphabet, et ensuite, à droite, le poème décodé, si vous voulez. Donc ça donne ABI, ABI, j'ai assez cédé, aimé, obéi, et double vécu, et rêvé, et fui. Vous voyez? Et donc ça, Jean Hugo lui dit, par exemple, l'effet hué, là, à un moment, et l'effet hué est fixé au gibet des aides. Il lui dit, les faits hués sont admirables. Donc vraiment, il y avait ce conseil sur la, et même très, très pointu, hein, sur les poèmes de Louise de Villemorin. Et puis aussi, il y a eu les calligrammes qui ont été là encore composés notamment à Fourques en décembre 1948 et également dans le Tyrol autrichien en mars 1949. Donc là, vous en avez quelques-uns, le képi, le tonneau. Donc ça, c'est les calligrammes. Et puis, on a aussi quelques curiosités, notamment les palindromes, qui sont des phrases se lisant dans les deux sens. Pas toujours, c'est des essais, hein, mais à l'étape et patelas, et ça va la vache, vous voyez, ça se lit dans les deux sens. Donc ça, c'est des figures sur lesquelles elle a travaillé et qu'elle partageait avec Jean Hugo, notamment sur cette dédicace à Giulietta. Et donc ça a donné ce recueil, mais je crois qu'il y a eu une intervention hier sur le sujet, L'alphabet des aveux en 1954, réédité assez récemment d'ailleurs. Donc l'alphabet des aveux, qui est donc une coproduction, on pourrait dire, entre Louise de Villemorin et Jean Hugo, puisque Jean Hugo a illustré l'alphabet des aveux, ce qui a d'ailleurs occasionné quelques différends avec Gallimard Gaston, qui ne voulait pas payer ou autant qu'il le demandait Jean Hugo, mais enfin, l'ouvrage est finalement paru en 1954, et c'est véritablement cette œuvre commune que couronne un petit peu la correspondance. Et donc c'est intéressant de voir dans la correspondance la manière dont ils ont finalement co-construit cette œuvre commune. Et c'est moi ce qui m'a beaucoup intéressé. Donc, pour finir, je voulais d'une part insister sur le fait que finalement Louise de Villemorin était un petit peu entrée par hasard en littérature, par effraction, disait-elle, encore que finalement le salon de sa mère et de sa cousine Yvonne de Lestrange y poussait, mais enfin c'est quand même quelqu'un qui avait une écriture assez laborieuse, qui excellait plutôt dans la courte contribution, c'est-à-dire des courts romans, des poèmes, des courts articles, des lettres. Donc elle excellait dans la courte contribution, moins dans les romans les plus longs ou les articles les plus fleuves, par exemple pour Marie-Claire, mais en tout cas c'est quelqu'un qui avait l'écriture assez laborieuse, et ça on le voit bien dans la correspondance. Alors laborieuse sans que ce soit négatif, hein, ça veut dire aussi très ciselé, et on voit beaucoup ce travail des mots, dû encore une fois beaucoup à Jean Hugo, au travers de la correspondance. Et donc, c'est vrai que notamment cette correspondance avec Jean Hugo, qui est très belle de part et d'autre, donne à voir quand même son caractère de grande épistolière, digne peut-être d'une Sévigné ou d'une Sand, ou en tout cas mettant sa correspondance à égal avec ses autres œuvres, et donc contribuant à faire d'elle finalement un peu une touche à tout, un peu comme Jean Cocteau, ce qui a aussi contribué d'ailleurs à brouiller son image, mais qui au fond donne à voir qu'elle avait quand même une œuvre très protéiforme et très diverse. Et enfin, je voulais finir par ce très beau portrait pastel de Jean Hugo, enfin Louise de Villemorin représentée par Jean Hugo, en 1948. Donc on voit là Louise de Villemorin avec le costume traditionnel hongrois qu'elle se plaisait à porter. Alors on ne voit pas très bien, mais également on voit le trèfle à 4 feuilles sur les broderies ou les boutons, mais qui, me semble-t-il, est véritablement l'image qu'on peut, et notamment ici à Lunel, retenir de Louise de Villemorin et de Louise de Villemorin par Jean Hugo. Voilà, ben, merci beaucoup.
questions, puisqu'on est parfaitement dans les temps, y compris pour les transports compliqués, mais évidemment, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques ou des compléments d'ailleurs, hein, puisqu'évidemment j'ai été relativement rapide, donc voilà, n'hésitez pas. Hein. Sur l'œuvre, vous connaissez un petit peu, vous connaissiez sans doute peut-être Madame II, au moins, en roman ou en film. En tout cas, je vous recommande la lecture et même les films, hein, Julieta et Madame II, voir La lettre dans un taxi d'ailleurs, qui se lisent et qui se regardent très bien. Hein. On les avait projetés à la maison de Chateaubriand, là, dans le cadre de l'animation autour de l'exposition, et ça avait très bien marché. Et donc n'hésitez pas à vous procurer aussi la correspondance avec Jean Hugo, le catalogue de l'exposition de 2019 ou l'alphabet des aveux, mais je crois qu'il est sans doute exposé ici. Ce qui est intéressant, c'est tout le travail sur les mots. Les mots, en effet, ce qui peut caractériser leur amitié, elle est sous le signe de l'humour. Tout à fait, oui, absolument. C'est vrai que je n'ai pas évoqué, il y avait aussi beaucoup de complicité, voire d'humour, effectivement. Je n'ai pas évoqué non plus un exercice auquel Louise de Villemorin et Jean Hugo se sont adonnés aussi en 1948, je crois, qui constituait en fait à faire des calembours sur les départements et les chefs-lieux de département. Alors évidemment, c'est plutôt des blagues, c'est un peu potache, etc. Mais c'est toujours ce travail sur les mots. Donc par exemple, il y avait pour la Manche, le département de la Manche, donc chef-lieu Saint-Lô, eh bien ça donnait sur son sein l'eau du puits ruisselait le dimanche. Vous voyez? Donc ça c'est de la main de Louise de Villemorin, mais Jean Hugo en a composé aussi sur la Seine, le Calvados ou les Pyrénées-Orientales. Et effectivement, il y avait beaucoup d'humour dans leurs échanges, également avec les frères d'ailleurs de Louise de Villemorin, enfin surtout André. Voilà, il y avait aussi il y avait beaucoup de rigueur et de travail, mais également une certaine distance et un certain détachement et le fait de ne pas trop se prendre au sérieux, hein, de toutes les manières. Donc c'est vrai qu'on a aussi ces traits d'humour qu'on peut retrouver dans la correspondance entre eux. Ou alors parfois des traits d'humour ou des jugements de valeur sur des tiers. Hein, Louise de Villemorin n'était pas toujours tendre, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors moins dans sa correspondance avec Jean Hugo, puisque comme je vous le disais, l'aspect mondain n'intéressait peut-être pas tellement Jean Hugo, mais parfois elle n'est pas tendre sur certains de ses contemporains, ou sur le portrait qu'elle fait de ses contemporains. Donc il y a plusieurs grilles de lecture effectivement pour la correspondance, mais vraiment effectivement ce qui caractérise leur relation, c'est les mots en fait. Le travail sur les mots, et ça, vraiment, moi je suis convaincu que Jean Hugo l'a beaucoup inspiré et a beaucoup contribué à cette orientation qu'elle a prise de vraiment travailler sur les mots. Qu'elle avait déjà un peu avant, hein, les poèmes ça date des années 30, mais enfin encore qu'elle a rencontré Hugo en 35, mais c'est vraiment cet aspect-là qui est à retenir. Parce que finalement aussi, Louise de Villemorin était relativement autodidacte, hein. Enfin, elle a eu comme tout le monde un précepteur et autres, mais je veux dire, c'est surtout Jean Hugo, notamment, pas que, mais qui l'a ouverte aux auteurs classiques, hein, du 19e, voilà, dont elle n'avait peut-être pas connaissance par ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que Jean Hugo, donc mon père, il était très cultivé, il aimait les auteurs, mais il avait beaucoup d'humour et il aimait cette légèreté de l'humour qu'il retrouvait aussi avec Louise, je pense. Tout à fait, parce que c'est vrai que... bien dans cette légèreté. Tout à fait. C'est vrai qu'elle en tout cas, dans ces années-là, les années 60 étaient plus compliquées, mais dans ces années-là, c'est vrai qu'elle ne se prenait pas au sérieux, hein. Alors c'était aussi un personnage, bien sûr, mais ce côté humour qu'on retrouve un peu avec Duff Cooper aussi d'ailleurs, moi avec Malraux, est effectivement très caractéristique.
Est-ce que vous pensez que les membres de l'Oulipo ont pu connaître un peu ce travail? Les membres du mouvement Oulipo. Ah, alors effectivement, ça c'est très intéressant parce qu'effectivement ça préfigure d'une certaine manière les poètes oulipiens. Donc après je ne sais pas dans quelle mesure ça s'inscrit dans ce courant ou dans quelle mesure ils s'en sont inspirés, ça je ne sais pas, mais effectivement c'est quand même relatif. C'est à la fois novateur et non, parce que finalement, des moines travaillaient aussi sur des mots, des palindromes, etc. À l'époque moderne. Mais effectivement, ça préfigure les poètes oulipiens, oui. Oui. Alors, qui ont plutôt classifié ce genre de figure. Oui. Mais je ne sais pas dans quelle mesure, effectivement, ils ont eu connaissance de ces travaux, s'ils peut-être aurait souhaité s'en revendiquer, c'est pas sûr, parce que Louise de Villemorin, voilà, elle véhiculait quand même un certain personnage, mais tout à fait, ça préfigure ça, oui. Après, il est vrai que le recueil L'Alphabet des aveux est un petit peu compliqué parce que c'est un recueil quand même qui mêle beaucoup de choses assez inégales les unes par rapport aux autres. Donc c'est vrai que c'est un recueil où il y a de très beaux poèmes plus classiques, hein, comme Le Voyageur en noir ou Plus jamais, mais voilà, qui brouillent un petit peu peut-être certains types de poésie. Quel était son statut ou sa situation, ses relations avec les autres femmes de lettres françaises de l'époque? Parce que vous l'avez peignée comme très entourée par beaucoup d'hommes pendant toute sa vie. Mais est-ce qu'elle entretenait des relations professionnelles ou autres ou amicales avec des femmes de lettres? Alors pas tellement des femmes de lettres, à vrai dire. Elle n'aimait pas trop les femmes d'une manière générale. Elle n'était pas du tout féministe, enfin qui est un anacronyme un peu, donc non. Alors après il y avait Marie-Laure de Noailles un petit peu, Marie-Blanche de Polignac surtout, mais de femmes écrivains non, pas tellement, voire pas du tout. Et effectivement, de toute façon, les hommes, et notamment écrivains ou artistes qui ont compté, c'est Saint-Exupéry d'abord, Malraux, Jean Hugo, alors Pierre Segers aussi, le poète Pierre Segers, a beaucoup compté dans les années 60, mais effectivement c'était des hommes. En tout cas, elle n'avait pas de conviction particulière en la matière. Hein, est-ce qu'elle était considérée comme trop mondaine, trop superficielle par rapport à des femmes comme Françoise Sagan ou ça, certainement. Elle s'inscrivait plus dans la, dans le voisinage ou le cousinage de Nathalie Barnet, Florence Gould, enfin plutôt des femmes qui recevaient, enfin des conversationnistes finalement, parce qu'elle était plus dans les années 60, que des femmes de lettres au sens produisant. Donc, effectivement, c'était plus Barnet, et Gould, oui, des femmes qui tenaient salon en fait. C'était pas Simone de Beauvoir. Du tout. Ah non, pas du tout. Non. Encore que Françoise Giroud a adapté Julieta, donc elle était ensuite à la condition féminine, mais voilà, effectivement pas de contact particulier avec ni le nouveau roman, ni l'existentialisme, ni le féminisme. Est-ce que c'est pour ça qu'elle est un petit peu que son œuvre est un peu oubliée aujourd'hui? Sans doute, parce que c'est vrai que c'est quand même un petit peu désuet, désuet et en même temps intemporel. Ce qui est intéressant par exemple avec Madame II, c'est que c'est intemporel et ça pourrait se passer finalement à n'importe quelle époque. Donc ce qui ne contribue peut-être pas à un caractère de modernité d'ailleurs, mais effectivement ça, je pense, en tout cas dans les années 70, enfin 60, 70, 80, contribuait à son effacement et à son oubli. Et l'intérêt de la lire aujourd'hui, ce serait
d'apprendre un petit peu comment vivaient les gens à cette époque dans ce milieu, mais un peu comme on relirait Proust pour savoir comment on vivait dans les salons. C'est ça, c'est à la fois effectivement un peu le miroir d'une époque disparue, et en même temps ce caractère intemporel et très travaillé, parce que il y avait un gros travail alors classique, hein, on peut dire, sur les mots, qui fait que finalement ça n'est pas que le reflet ou le miroir de cette époque-là, et de la mondanité, et des salons, et voilà. Et d'ailleurs, si on relit Sainte-une-Fois par exemple, c'est très, mais même la fin des Villas vides, c'est très fantaisiste. C'est très fantaisiste, voire un peu surréaliste. D'ailleurs, à ses débuts, elle a un peu touché du doigt le surréalisme. Elle a publié dans le Minotaure, qui était une revue d'avant-garde. Donc c'est vrai qu'au début, elle a quand même été un peu embarquée dans la modernité, dans la novation. Et effectivement, après, elle a plutôt visé quelque chose d'intemporel et de plus classique. Mais à ses débuts, au fond, Sainte-une-Fois, c'est assez fantaisiste, hein, et assez intéressant de ce point de vue-là. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. Donc,